Bonjour à tous, bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment ça va, Jordan? Eh ben écoute, ça va très très bien, on a passé la crise de la quarantaine. Voilà, 40e émission. On va dire. Voilà, les quadras, Toku Quadra. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de kaiju, hein, mais pas que. On va surtout parler d'un film de kaiju en particulier, donc Gappa, le descendant de Godzilla. Trifibian Monster, Gappa, Daikyoju Gappa, mais pas seulement, on va parler de ce film-là, mais aussi on va le mettre en contexte du studio qui l'a produit, à savoir la Nikatsu, qui est un studio pas du tout spécialisé dans la science-fiction, mais il se trouve qu'à un moment donné, ils ont produit un film de kaiju en 1967, donc on voulait, dans un premier temps, donc dans le focus, vous parler de ce film et un petit peu le contextualiser par rapport au studio. Dans la cave, nous voulions vous parler de quelques petites perles de la... On parlera plus de Nikatsu que de Gappa ou de Tokusatsu. Quelques petits films qui nous semblent importants ou qu'on a aimés, voilà, histoire de vous faire un petit historique du studio. Et enfin, donc, dans le Dikotoku, nous allons parler d'un monsieur qui a contribué sur plusieurs œuvres d'effets spéciaux, voilà, donc un technicien qui a travaillé avec Eiji Tsuburaya, mais on vous en dit pas plus, donc je garde ça pour tout à l'heure, et on vous laisse avec Gappa et sa famille. C'est parti. Vous savez, j'espère que vous savez, sinon vous ne pouvez pas rester là, qu'on rend hommage à la Nikatsu, au studio japonais Nikatsu, il y a 100 ans cette année, absolument, qui a été créé en 1912. Nous avons montré une quarantaine de films représentatifs du style de ce studio, les Mizoguchi muets, les films de Kawashima, Imamura, les films noirs de Kurehara, et puis évidemment le roman porno, le genre qui a sauvé la Nikatsu de la faillite au début des années 70. Et il se trouve que la Nikatsu, en lisant l'histoire de la Nikatsu, a produit un film de monstres. Elle a voulu concurrencer la Toho, qui était le grand studio spécialiste des films de monstres, de grands monstres. Et c'était le film qui a été produit par la Nikatsu et sorti en France, le titre Gappa, le descendant de Godzilla, qui est un titre fantaisiste puisque Godzilla est une marque déposée par la Toho, c'est-à-dire le studio concurrent. En fait, c'est pas très bon pour les spectateurs français. Je suppose que les distributeurs espéraient qu'ils n'y verraient rien. Et donc, il se trouve que on avait une copie dans les caves de la Cinémathèque de Gappa, le descendant de Godzilla, qui est sorti en France. Dans les années 70, bien après sa date de production. Et donc on avait une copie de ce film et je me suis dit, mais montrons ce film de la Nikatsu. Donc ce soir, c'est à la fois une séance de cinéma bis, mais c'est encore un codicile de l'hommage à la Nikatsu pour son centenaire, puisqu'on montre le film de monstre réalisé par la Nikatsu, Gappa, le descendant de Godzilla, film fait pour concurrencer les productions de la Toho. Ce sont des copies d'exploitation d'époque, ces films sont sortis exclusivement en version française, donc vous verrez donc les VF de ces films, mais je pense que la VF n'enlève rien au charme poétique de ces films, et un charme poétique notamment produit par la rusticité des effets spéciaux et en même temps le délire des scénaristes. Et c'est toujours avec un grand plaisir que je vois ces films. En plus, on va le voir dans une salle, en scope, etc. Collectivement, je pense que ça ne peut être qu'un plaisir qui va se prolonger donc jusqu'à 23h30. Déjà, merci beaucoup à Jean-François Roger pour cette présentation de Gappa qu'on avait pu capter lors de la soirée Nikatsu contre Toho. C'est fort sympathique. Ouais. Le studio Nikatsu est un studio centenaire, enfin, qui a dépassé le centenaire maintenant, puisqu'il est né, il est créé en 1912. Et ce qui est impressionnant quand même, c'est de se dire qu'il a, j'ai pas envie de dire limite créé le tokusatsu, mais presque. Puisqu'en 1921, le studio produit déjà un film important dans la culture tokusatsu, puisqu'il crée, il réalise un film qui s'appelle Jiraiya le héros, Jiraiya the Brave, ou Jiraiya le ninja, même ça dépend. Dès que c'est un film de 1921 qui a perdu, il reste que 20 minutes du film, c'est assez difficile réellement d'avoir les tenants et les aboutissants du film. Mais donc voilà, ça raconte l'histoire de Jiraiya, qui est le ninja légendaire, le héros légendaire du Japon.
Et il y a déjà énormément d'effets spéciaux en live, alors qui sont très primitifs pour l'époque, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, même s'il y a eu quand même des choses qui continuent à être utilisées. Mais surtout, il y a déjà des transformations en monstres, notamment un serpent et une grenouille. Tout à fait. Et c'est un peu un film important, quand même, j'ai envie de dire, parce qu'il met déjà en perspective toute cette relation du cinéma japonais et de la science-fiction avec des effets spéciaux, puisque donc voilà, vous avez c'est déjà des hommes costumés qui incarnent les monstres. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler de Suitmation ? Oui et non, parce qu'ils restent quand même à une taille humaine, donc ils ont pas cette ampleur kaijuesque qu'on va avoir dans les films des années 50. Ça fait partie des origines de la pratique, même si la définition n'a pas encore été donnée. Voilà, donc un film important qu'on vous encourage à regarder. C'est sur YouTube. C'est dispo sur YouTube. Et ça avait été diffusé en ouverture justement du centenaire de la Nikatsu à la Cinémathèque. Tout à fait. En premier programme d'un film, je fais un aparté, mais pour moi un film qui me semble important pour parler du studio, qui est le Paradis de Suzaki, donc Suzaki Paradise, qui était en fait un film, un drame social qui a été fait en 56, où un jeune couple qui a quelques petits soucis à l'idée de se marier et la relation avec les parents, ce genre de choses, décide de quitter un peu le domicile familial et se retrouve dans un bar aux portes de Suzaki, et qui est déjà un film important puisqu'il va amener beaucoup de choses de la prostitution. Du studio. Choc. Tu parles. Donc qu'est-ce qu'il va amener ? Il va amener beaucoup de choses dans l'histoire du studio, mais on en reparlera dans la Tokucave, notamment là, avec l'arrivée des romans porno, ce genre de choses. Et c'est un film que moi je trouve magnifique. C'est un drame social d'époque, post-guerre, d'après-guerre, qui est magnifique, avec une super musique signée Richiro Manabe, le futur compositeur de Godzilla contre Hedorah et de Godzilla contre Megalon et de la trilogie Dracula de Lato. Voilà. Mais voilà, je voulais juste vous en parler parce que c'est, je pense, un film d'époque assez important pour contextualiser la Nikatsu dans son entièreté. 20世紀の後半に至り、科学の進歩はついに宇宙を捉えた。今や人類の関心は地球を離れ、月や星に向けられている。だが、我々は本当にこの地球のすべてを見、知り、そして征服し得たのだろうか。Donc on saute ensuite une décennie, on arrive en 1967 donc pour la production de Gappa, et c'est vrai que en 1967 c'est un petit peu l'année Kaiju, j'ai envie de dire, l'année Toku aussi, puisque tous les studios soit produisent des films ou des séries de genre, puisque la Toho produit coup sur coup La Revanche de King Kong et Le Fils de Godzilla. À la Dai, on sort le 3e Gamera, donc Gamera vs Giaos, qui est un petit peu le film étalon de la franchise. On a aussi la Shoshiku qui sort Guilala. Itoka, le monstre des galaxies. Et au niveau série, c'est l'explosion, puisque Tsuburaya produit Ultra Seven, qui est un petit peu vraiment la série de la franchise Ultraman. On a donc P-Production qui produit Ambassador Magma, et la Toei, eux, carrément, ils lâchent Giant Robot, qui est carrément le personnage de robot géant par excellence. Qui se rapprocherait d'un kaiju, limite, vu que c'est un monstre, c'est un personnage géant. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que Gappa, ce cher Gappa, Daikyoju Gappa, s'intègre finalement dans cette idée d'exploitation un petit peu opportuniste du genre. Donc, et le film en fait raconte l'histoire d'un promoteur industriel qui va fonder un parc d'attractions qui s'appelle Playmate Land. En fait, le mec c'est le chef d'un groupe médiatique. Voilà, il a un magazine qui s'appelle Playmate, et donc il va construire un parc, n'est-ce pas? Et ils vont construire un parc d'attractions, et donc il envoie des membres de son personnel, donc des scientifiques, journalistes, aventuriers, pour choper des spécimens sur une île. Des spécimens, ouais. Donc une île qui s'appelle Obelisk Island.
Et qu'est-ce qu'il trouve là-bas il trouve un œuf de dino qui éclot, et donc il en sort un bébé Gappa, donc une espèce de dinosaure perroquet ptérodactyle. C'est un petit dinosaure tout-terrain. Voilà. Qui peut cracher du feu aussi, hein, comme Godzilla, bizarrement. Accessoirement. Et puis, bien sûr, qui dit bébé dit parents, puisque les parents, ils rentrent dans leur caverne, ils voient que leur bébé a été enlevé, et vu qu'ils sont pas contents, le papa et la maman Gappa, ils décident d'aller au Japon, parce que finalement, il n'y a que les Japonais pour enlever des kaijus, et donc ils vont ravager le Japon pour trouver leur petit qui, bien sûr, est exploité par les scientifiques du méchant industriel, sauf par la petite fille toute gentille de l'industriel qui veut que le monstre soit son ami. Il y a aussi un petit garçon qui est un insulaire de l'île qui prend le monstre en amitié. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film ? C'est un peu le scénario de Gorgo quand même. Ce qui est dommage avec ce film-là d'emblée sur un plan purement scénaristique, c'est qu'il n'y a aucune originalité. C'est un film qui bouffe à tous les râteliers. Vas-y que je te prends l'intrigue de Gorgo, effectivement, avec le monstre enfant qu'on enlève et que les parents vont venir chercher. Le monstre, clairement, le seul coup spécial qu'on va lui donner, c'est du feu nucléaire comme Godzilla. Et puis, c'est un peu King Kong contre Godzilla aussi. C'est un peu King Kong tout court, j'ai envie de te dire. Mais surtout King Kong contre Godzilla pour la dynamique kaiju. Oui, pour la thématique kaiju. C'est un film qui est super raciste, quand même. Ouais. Je sais que les Nikkatsu, ils n'étaient pas forcément tendres des fois avec le portrait des autres ethnies, mais c'est vrai que là, les insulaires, c'est des petits japonais qu'on a peints en noir et qu'on fait parler petits nègres, donc c'est un petit peu limite pour l'époque, et il y a un contenu un petit peu surtout que c'était un peu sexiste aussi. C'était pas compliqué d'aller chercher des noirs asiatiques, j'ai envie de dire. Non. Parce qu'en Indonésie, tu as des gens qui sont beaucoup plus colorés, même si tu remontes sur certaines îles comme Madagascar ou autres, on retrouve déjà des gens qui peuvent ressembler à des Japonais, du moins à une époque où on n'est pas censé savoir qu'il y a d'autres personnes dans le reste du monde, presque. Donc moi c'est ça qui me gêne avec ce film, c'est finalement le contenu, alors que l'emballage est super beau. Oui. Donc l'emballage est super beau, c'est-à-dire la photo est super soignée. C'est un film de studio, quoi. C'est super bien fait, les effets spéciaux sont quand même assez dingues. Vraiment, un très beau travail sur le design des créatures. Les Gappa adultes sont parce que le bébé il est juste affreux. C'est un épouvantail fripé, quoi, le truc. C'est Minya, mais vomi. Ouais, on sent qu'il n'est pas encore tout à fait terminé le gamin, quoi. Alors que les parents sont très bien faits. On a le droit à vraiment des super effets spéciaux, de transparence assez... La séquence où ils volent là, sur l'aéroport à la fin, je trouve ça magnifique. J'allais dire des transparences assez réussies, mais finalement que les transparences sont le seul problème du film en termes d'effets, parce qu'on a certaines transparences qui sont un peu foireuses, alors que toutes les maquettes, tous les effets d'incrustation de l'eau qui se répand dans la ville, c'est très très bien fait. Après... je crois que c'est les personnages aussi qui sont vraiment pas top. C'est vraiment des archétypes qu'on a déjà vus auparavant. Oui, et puis c'est des archétypes pas vraiment intéressants, quoi. C'est des archétypes. Ouais, des clichés d'archétypes, en fait, ce qui est vraiment assez dingue. Mais moi, ce que je lui reproche vraiment, c'est de ne pas essayer quelque chose d'original. Par exemple, Guilala, qui a été fait par la Shoshiku, c'est complètement foireux comme truc, mais ça le mérite de tester autre chose. Ça le mérite d'essayer un design complètement nouveau, de mélanger le space opéra. Oui, et puis surtout qu'à l'époque, on n'avait quasiment jamais vu ça. À part peut-être dans Invasion Planète X, c'est un des rares films de kaiju spatiaux. Guilala, c'était vraiment novateur, j'ai envie de dire. Même si c'est totalement, comme tu le dis, foireux, mais ça avait le mérite de tester quelque chose. C'est ça, mais apparemment, il y avait eu un problème parce que sur Gappa, la Nikkatsu avait apparemment conçu le film comme étant une parodie du genre. Oui, peut-être. Mais dans les faits, ça ne se voit pas dans le film fini. Oui. C'est très sérieux. Tu ressens jamais le film comme étant une parodie du genre, parce qu'il respecte tous les canons du genre, et puis même il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de... Très, très noir. Je veux dire, on parle quand même de vils humains qui vont dérober un enfant à ses parents et le torturer aussi.
c'est quand même très noir quoi, comme film. Ouais, enfin, moi je trouve que. Et le problème, c'est que. Il manque un truc dans le rythme. Il manque ce rythme parce que. On l'avait vu aussi à la Cinémathèque sans la musique. Ouais, il faut savoir que la version française n'a pas de musique, tout simplement sûrement pour des raisons de mixage, ils n'avaient pas envie de s'embêter. Et du coup, le film est très austère. Justement, il avait été diffusé en double programme avec Godzilla contre Mechagodzilla, qui est un film totalement fun et totalement décomplexé, avec une super musique de Masaru Sato. Là, c'est pareil, ils avaient squeezé la moitié de la musique, ça rend le film totalement austère. C'est assez particulier. Ouais, c'était ça. Non, mais après, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter sur le film. Ça se voit pour les effets spéciaux, quoi. Vraiment, ça se voit pas pour autre chose. La musique aussi, qui est très sympa. C'est sympa, Mais non, voilà, comme je disais, l'emballage est très beau. Vraiment, c'est super soigné. Mais après, vous avez rien de fondamentalement novateur dans l'approche. Et c'est un film qui aurait dû apparemment donner un second souffle à la Nikkatsu, parce que c'était l'époque où la Nikkatsu commençait vraiment à se casser la gueule. C'est l'époque de la crise des studios. Et vraiment, à l'époque, la Nikkatsu enchaînait échec sur échec, puisqu'il y avait eu les films de Seijun Suzuki qui allaient se planter ensuite comme la marque de tueur, et il y a aussi le film d'Imamura, Profond désir des dieux, qui a été aussi une grosse production, un film de 3 heures qui s'est mangé ensuite en 1968 aussi. Et c'est vrai que quand tu investis de l'argent dans un film de kaiju, tu t'attends à ce que ça marche. Et Gappa, c'est bien surtout que le quoi. kaiju est par définition du grand spectacle. C'est ça. Donc je pense qu'à l'époque, les familles n'avaient pas envie de payer pour ce qu'ils pouvaient voir déjà à la télévision, mais si en plus tu leur proposes pas un truc novateur, ils vont pas se déplacer. D'ailleurs, vous voyez un poster du film dans le Yakuza Apocalypse de Takashi Miike. À un moment donné, il y a une baston, et derrière on voit, parce que c'est un film Nikkatsu, on voit une série de posters derrière, et vous voyez le poster de Gappa. Donc voilà. Après vous le conseillez, je dirais pas, oui, voyez-le une fois. Si vous êtes fan du genre, de toute façon, vous allez vouloir voir comme nous on a voulu le voir à un moment donné. On va pas vous dire non, le voyez pas. Après, je pense qu'il y a quand même pire. Non, le film est conforme, il est conforme, intègre, mais après, voilà, c'est en rien novateur. Voilà, si vous voulez voir juste, je me dis, ce soir, je vais me regarder un petit kaiju. Ça va faire l'affaire. Le film fait 1h20. Je veux dire, il y a pire, quoi. Je veux dire, ça passe, mais je pense que si vous êtes dans une idée de voir un truc nouveau, un truc novateur, non. C'est juste que ça s'intègre comme ça dans un corpus de plein de films. Je voulais vous parler moi du DVD allemand. Il y a une édition américaine qui était sortie au début des années 2000 chez Tokyo Shock, mais elle est obsolète. Et surtout le master est vraiment dégueulasse. Ils ont fait tout le générique et du coup vous perdez le cachet d'un film japonais d'époque avec ses gros cartons titres, tout ça. C'est des trucs faits sur ordinateur. C'est vraiment moche. Moi je conseille le DVD allemand qui est sorti chez CMV Vision, où pour le coup vous avez la version japonaise avec des sous-titres anglais, donc ça c'est bien. Vous avez aussi la version allemande pour les germanophiles, et c'est au niveau bonus que cette édition vaut carrément le coup, puisqu'on a la bande-annonce allemande, la bande-annonce japonaise, la bande-annonce américaine. Il y a une espèce de petite featurette avec des documents, des images prises sur le tournage, sur toute très beau. Voilà, on voit les acteurs dans les costumes et tout ça, en train de répéter leur scène. Il y a plein d'autres trucs. Il y a, je crois, le générique allemand tout seul, isolé, des petits trucs, il y a des galeries photos, enfin il y a plein de trucs. Pourquoi il y a marqué Frankenstein sur la jaquette ? Oui, c'est marqué Frankenstein parce qu'à l'époque, tous les films de kaiju comportaient presque le titre Frankenstein, parce que tous les kaiju étaient issus de Frankenstein. Ça servait d'argument de vente, allez savoir pourquoi. Alors que, par exemple, un film comme Yongari, le film coréen, s'appelle Godzilla's Todesprank. Donc, la revanche de Godzilla ou quelque chose comme ça. Je pense à un truc comme ça. Mais bon, voilà, si vous voulez voir le film dans de bonnes conditions, prenez le DVD allemand. Qui coûte pas cher. Pas cher, je crois, pour moins de 10€, vous pouvez l'avoir. Mais du coup, et en plus, il y a 2 couvertures, il y a cette couverture-là et une autre. Voilà. Donc le DVD allemand de Gappa, je vous le recommande si vous voulez voir le film. Et on parle un peu de Nikkatsu maintenant dans la Tokucave. C'est parti. Gappa! Coming soon.
Alors, comme je vous le disais, le genre kaiju était loin d'être majoritaire dans les années 60, et c'est vrai que... à la Nikatsu. À la Nikatsu, en tout cas, et c'est vrai que ce studio-là a souvent mis en avant des réalisateurs avec, on va dire, des personnalités bien trempées, des caractères un peu extrêmes, et celui qui était le plus connu à cette époque-là, à Nikatsu, c'était Seijun Suzuki. Seijun Suzuki, qui est un réalisateur voilà, un petit peu rock'n'roll, qui a fait pas mal d'œuvres un petit peu avant-gardistes. Une espèce de Fukasaku de ouais, Nikatsu, mais c'est vrai, dire. ouais, on pourrait dire ça, mais c'est vrai que c'est toujours des œuvres à base de sexe et de violence. Et l'un de ses films les plus connus, qui était réalisé en 1968, c'est La Marque du Tueur, avec Joe Shishido, donc qui est un film où on suit un tueur à gages, donc le tueur à gages numéro 3, qui veut être le numéro 1 de la profession. Et c'est vrai que les films de Seijun Suzuki, quand même, coûtaient pas mal d'argent en termes de fabrication, alors qu'il s'adressait à un public pas du tout familial. Et La Marque du Tueur, qui était censée être vraiment son œuvre ultime, l'œuvre de sa vie, a été un échec commercial hallucinant pour la Nikatsu, à tel point que c'est vraiment le dernier film d'envergure qu'il a fait, et il a été éjecté après l'échec du film. Vraiment, ça a été un gros échec. Alors aujourd'hui, on a des mecs comme Tarantino ou Jim Jarmusch qui se revendiquent de ce film-là. D'ailleurs, le film Ghost Dog, La Voix du Samouraï, est inspiré de La Marque du Tueur. Oui. Je vous recommande moi de le voir, le film, parce que il est sorti chez nous en DVD chez HK, et il est ressorti récemment en Blu-ray également. Mais Seijun Suzuki a fait plein d'autres films et des œuvres, on va dire, un petit peu plus légères, on va dire un petit peu plus facile d'accès que La Marque du Tueur. Alors voilà, moi je voulais parler du Vagabond de Tokyo, Génial. Tokyo Drifter. Bon là c'est l'édition HK, mais sachez qu'il est également sorti dans la collection Criterion, donc très beau Blu-ray. Très beaux éditeurs. Alors ça c'est un film de 66 dans des couleurs magnifiques. C'est une beauté plastique à couper le souffle. Ah, c'est mon préféré de Suzuki. Toute la réal repose sur le jeu des couleurs, sur le jeu de la lumière, sur les clairs-obscurs, tout ça. Enfin, voilà, c'est avec une bande-son magnifique. Mais vraiment, ça se regarde vraiment pour la beauté plastique du truc, quoi. C'est un film que j'ai découvert lors de la rétrospective Nikatsu à la Cinémathèque, et je suis bien content de l'avoir découvert sur grand écran dans une copie péloche, parce que franchement, ça prend toute son envergure, quoi. C'est un film de gangster, si vous voulez, un film de vagabond. Comme dit le titre, mais c'est vraiment très très beau. C'est du pop art. C'est vraiment c'est un film pop d'exploitation qui est vraiment, enfin moi je trouve magnifique. Ça me permet un peu de faire le lien. Tu parles de films qui ont coulé la Nikatsu, et moi je parle de films d'exploitation comme ça. Faut savoir que la Nikatsu est également connue pour ses romans porno, donc diminutif de pornographie romantique. Alors c'est pas les films porno tels qu'on le conçoit chez nous, c'est-à-dire que vous n'avez pas de scène de pénétration, vous n'avez pas ce genre de choses. C'est pas du sexe très explicite. hard. C'est plus des films un peu érotiques. Oui, c'est du soft. Mais qui rentrent vraiment dans la veine du cinéma d'exploitation et du cinéma bis tel qu'on le faisait dans un Japon totalement fou. Je pourrais vous parler du Jardin secret des ménagères perverses qu'on adore tous les deux. Qui est génial. Qui est le film avec la meilleure fin du monde. Génial, film génial. D'ailleurs avec des effets toku à la fin, je précise. Mais ça, de toute façon, je vous invite à le voir. Non, moi je voulais surtout vous parler de Star of David, Hunting for Beautiful Girl, qui est qui est peut-être un chef-d'œuvre du genre, enfin moi je trouve. Je ne l'ai pas encore vu celui-là. Celui-là, vraiment, ça fait des années qu'il me titille avec, il faut que je le voie. Donc, qui est réalisé par Norifumi Suzuki, le réalisateur du Couvent de la Bête Sacrée. Grand homme. Pour résumer vite fait l'histoire de ce film, en fait, vous avez donc un meurtrier, braqueur, cambrioleur, enfin qui s'est évadé de prison, qui se réfugie chez un couple et qui va violer la femme du couple. Voilà, et devant les yeux de son mari. D'accord. Qui va donc... cette union va donner naissance à un enfant... voilà, le mari va être jaloux, il va tromper sa femme devant ses yeux à elle. C'est pas mal, vraiment de l'exploitation. Et après,
on suit donc l'enfant qui est né de ce viol, qui lui aussi va, baigner dans le vice, j'ai envie de dire. Ah, le pitch me fait complètement envie là. Qui en fait va donc chasser les jeunes filles, comme le nom l'indique, et qui va mettre en place certaines, j'ai envie de dire, pratiques alternatives, on va dire. C'est le DVD américain, ça ? Alors ça, c'est le DVD américain. Il y a eu un DVD européen, mais très honnêtement, moi, je vous conseille le DVD américain, parce que le DVD européen est censuré, ce qui est totalement très bête, parce que quand vous voyez les scènes de sexe, ça se limite à l'arrêt des fesses ou à 2-3 plans nichons. Donc honnêtement, mettre des cache-sexe sur ce genre de choses, c'est un peu ridicule, surtout que c'était des grosses taches blanches, donc vous voyez plus rien à l'image. C'est du flou ? C'est du flou, pardon. C'est du All Zone ? Alors celui-là, je crois qu'il est All Zone. Non, il est Région 1, mais voilà. J'ai dit flou parce que dans ce genre de film, les scènes de sexe sont floutées. Mais moi, j'aimerais juste parler de l'acteur principal qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, et qui aurait pu faire un bon héros de Tokusatsu, pour le coup. Parce qu'il aurait pu... Non, mais vous allez voir sa tête, il a une bonne tête de héros, en fait. Sexizer, je trouve son nom. Et il aurait pu très bien faire, par exemple, un Kamen Rider ou autre, enfin un héros des années 70, parce qu'il avait vraiment le look héros années 70. Donc voilà, franchement, ça, c'est un petit bijou. D'accord. Honnêtement, c'est un petit bijou. Moi, je vais remonter un peu le temps en arrière, puisqu'à un moment donné, la Nikkatsu s'était associée avec la Daiei au tout début des années 70. C'était pour assurer un petit peu la transition. Les deux studios se sont associés pour... Je ne veux pas dire qu'ils ont fait la Dainichi Eiga. Oui, la Dainichi Eiga. Puisqu'ils avaient fait des films purement commerciaux comme Gamera versus Zigra. Chef-d'œuvre sans argent, on est entièrement au Marineland au bord de la plage, voilà, c'était une visite du Marineland local avec 2-3 scènes de kaiju par moment, mais ils avaient aussi produit ce film-là, un opus de la saga Zatoichi, la saga du masseur aveugle, Zatoichi contre le sabreur manchot, qui était en fait le crossover entre le masseur aveugle japonais et le Warnam Swordsman, le sabreur manchot de Wang Yu. Tu veux dire, c'est comme si on faisait un film où t'as Spider-Man qui rencontre Batman ? Par exemple. Même si mais c'est génial. Mais ce serait un peu plus compliqué. Et donc ce film-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'avait tourné dans 2 versions. Ils avaient tourné une version où chaque personnage gagnait dans les versions respectives. Enfin, quoi, tu veux dire qu'ils ont fait un film comme cette rumeur, cette légende urbaine de King Kong contre Godzilla, où dans la version américaine c'est King Kong qui gagnait et Godzilla qui gagnait dans la version japonaise. Sauf que là, apparemment, c'est vrai. Là, je peux pas vous dire. Truc de fou. Je peux pas vous dire qui gagne dans cette version-là, puisque c'est le DVD français qui était sorti chez Wildside. Et le film en soi, il est pas génial, il est bien fait, mais c'est un Zatoichi comme un autre. En fait, on aurait pu s'attendre à un truc de fou comme Zatoichi contre Yojimbo, qui pour le coup était génial. Là, ce film-là... Qui était un crossover aussi. Voilà, pas vraiment en fait. Bah si, Yojimbo, oui, c'était pas un personnage d'univers de Zatoichi, c'était un autre univers. Ouais, mais qui se voulait un crossover, mais qui n'était pas vraiment en fait, quand tu vois le film en fait. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un crossover total. Le film est moyen, parce que il n'y a jamais vraiment d'émulation, de rencontre vraiment entre Wang Yu et Shintaro Katsu, et on se dit que ça aurait pu donner un film beaucoup mieux en prenant en compte ces 2 icônes-là, mais c'est quand même assez marrant que les 2 studios justement s'étaient associés à une époque où ils se sont dit partons à fond dans le c'était la show. La show a pas participé à ce film. Bah écoute, je sais pas, je pense qu'il faudrait vraiment demander à des experts du cinéma hongkongais, parce que la Show Brothers distribuait les films de la Daiei en Hong Kong. Parce que c'est eux qui avaient fait le sabre manchot. Tout à fait. Alors je pense qu'effectivement la Daiei a dû faire la Daiei a dû certainement renouer les relations avec la Shaw Brothers, parce que c'est le même personnage. Oui, c'est pour ça. C'est le même personnage, sauf qu'à l'époque, Wang Yu était déjà un petit peu éjecté de la Shaw Brothers. C'était la même année que de La Rage du Tigre. Donc je sais pas trop ce qu'il en était par rapport à la Shaw Brothers. Mais bon, par contre, vous voyez le film, c'est intéressant. Moi,
C'est pas Toujours mon intéressant de préféré, voir mais des crossovers les crossovers comme ça. sont intéressants parce c'est l'époque des années 60-70 où on faisait plein des crossovers aussi bien dans les péplums que dans le cinéma fantastique. Donc ça en faisait partie. Voilà, Donc on passe au Dikotoku. c'est parti. On a fêté les 40 émissions, mais il y a quelqu'un qui est revenu pour toi. Oh, du coup du bug, du coup du bug. Ouais, il vous a manqué, hein. Donc on l'a fait revenir. Donc elle veut que tu pioches. Donc je te laisse piocher. Alors, aujourd'hui nous allons parler de Monsieur Akira Watanabe. Alors Monsieur Watanabe qui est quelqu'un d'extrêmement important puisque c'était, on va dire, l'un des proches collaborateurs de Eiji Tsuburaya. Collaborateur vraiment direct puisqu'en général il était soit le premier assistant ou soit vraiment collaborateur au même niveau que Eiji Tsuburaya. L'un de ses tout premiers films sur les effets spéciaux des films de la Toho, c'était L'Aigle du Pacifique, donc le film de guerre de Inoshiro Honda. Et puis à partir de cette date-là, il a officié sur tous les gros films à effets spéciaux de la Toho, que ce soit les Godzilla, les films comme Dogora, enfin vraiment toutes les grosses prods, il était dessus. Sur Rodan, il était vraiment dessus de manière vraiment active, au point qu'il a vraiment collaboré de manière vraiment presque au niveau égalitaire avec Tsuburaya. Il a aussi travaillé avec Yasujiro Ozu, sur des films comme Le goût du saké ou par exemple Fin d'automne, où en général il travaillait soit au département électrique ou alors au niveau de la colorisation, enfin des couleurs. Donc voilà, quand même quelqu'un d'assez important. Il était apparemment directeur de la photo sur l'un des films Spaceman. Oui. Spaceman et les vampires de l'espace, visiblement. Je savais même pas que ce titre-là existait. Titre français chez de nous. l'époque. En fait, son dernier film, c'était le Godzilla's Revenge, qui coïncide justement avec le décès la mort de Tsuburaya. Et en fait, sur Gappa, c'est lui qui avait fait les effets spéciaux. C'était lui qui était le chef des effets spéciaux sur Gappa. C'était lui qui avait vraiment été débauché. Et j'ai envie de dire que ça se voit parce que... clairement, parce que tout ce qui est miniature, tout ça, tout ce qui est maquette, oui, j'ai pas envie de dire qu'il y a une patte Tsuburaya, mais presque, tu vois, il y a un gage de qualité. Il y a un gage de qualité. Et moi, là où ça m'a le plus paru flagrant, c'est surtout tous les effets d'eau, en fait, où on retrouve cette manière d'incruster les éléments aquatiques, comme par exemple on pouvait le voir sur The Mysterium, donc le prisonnier des Martiens, où on a des effets d'eau qui arrivent au-dessus de l'image, qui s'impriment sur la pellicule. Totalement. Et je trouve que voilà, il y a quand même une filiation, on voit les caches contre caches, à chaque fois qui sont très très bien délimités. On voit par exemple, vous voyez les civils en train de courir, et à côté vous avez une zone noire qui sert de fondu avec les immeubles, qui étaient des trucs qu'on retrouvait aussi dans les productions Toho. Et moi, ce que je trouverais intéressant aujourd'hui, ce serait de faire des recherches pour savoir comment est-ce que le deal s'était fait sur Gappa. Est-ce que Tsuburaya lui a dit tu peux y aller, va faire un film, ils ont mais c'est besoin vrai de toi. c'est vrai que ça serait intéressant parce qu'on sait très bien qu'il y a eu énormément de relations, j'ai envie de dire, importantes d'un studio à l'autre. On sait par exemple que Nakano avait collaboré avec la Corée du Nord pour faire Pulgazari. On sait que certains techniciens de Gamera avaient fait Yongari. Enfin voilà, il y a toujours eu cette relation d'un studio à l'autre. Qui eux-mêmes étaient de la Toho à la base. Voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai intéressant. C'est vrai que ça serait intéressant de savoir. Mais je pense de toute façon, la Nikkatsu n'avait pas d'équipe de SFX, donc ils ne pouvaient que se tourner vers les mecs les plus compétents du métier. Et les mecs les plus compétents du métier, ils étaient à la Toho. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et c'est vrai qu'on trouve je dirais cette texture dans Gappa qu'on trouve sur les films de la Toho, que tu ne retrouves pas forcément dans les Gamera, par exemple. Oui, tu vois, bien sûr. On sent disons que les monstres et les effets spéciaux de Gappa sont pas passifs. Oui. Comme peuvent l'être dans Gamera, où des fois c'est très passif. Oui, ou en tout cas... Il y a ce rythme tout à fait, de la Toho. Alors certes, le film a des problèmes de rythme, mais dans les effets spéciaux, bizarrement, on reconnaît cette touche
qui était celle de Godzilla, et même ça se reconnaît dans le rayon, je trouve. Dans le rayon, et moi je trouve aussi dans les immeubles, on voit les immeubles avec des néons qui clignotent, Oui. ce sont des choses que vous voyez aussi bien dans Rodan que dans Matango, quoi. Et c'est vrai que je pense que tout ça vient de l'école Tsuburaya, encore sûr. une fois. Bien sûr. Voilà, monsieur Watanabe, qui est l'un des acteurs importants de Gappa, et j'ai envie de dire heureusement qu'il est là parce que ça aurait il sauve le film un petit peu in extremis, j'ai envie, voilà. Donc voilà, notre émission Gappa / Nikatsu est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de vous plonger un petit peu dans l'histoire de ce studio qui continue aujourd'hui d'être très prolifique et très actif, hein. Ils produisent certains films de Takeshi Miike notamment, et plein d'adaptations d'animés en live aussi. Yatarman, il me semble que c'était eux. Oui, Yatarman. Non, ils sont vraiment très actifs, et on peut dire qu'ils ont été sauvés par le cul. Voilà, ils ont eu chaud aux fesses, mais ils ont réussi à utiliser les fesses pour se sauver, en fait. En même temps, ils ont été intelligents, parce qu'à l'époque, il fallait justement trouver des moyens de faire revenir les gens dans les salles, et ils avaient été intelligents de trouver ce créneau-là, voilà. Bon écoutez, Tokuscope, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube de Cinefuzz, sur le site Cinefuzz, sur la page Facebook de Tokuscope, sur le Twitter de Tokuscope, oui, tout à fait, c'est notre émission, et enfin sur la page Tipeee de Cinefuzz. Voilà. Jordan, qu'est-ce que tu nous as sélectionné? Le thème de Gappa. Simple, clair et précis. Voilà. Et puis en plus, chanson de Gappa. Et puis c'est un très bon morceau, donc c'est parfait. Bon écoutez, prenez soin de vous et transmutez-vous.一度来れば天地も裂ける嵐のようなその叫び声銃の神秘怪獣ガッパガッパガッパ